Voilà, conférence sur le thème de l'agriculture. Merci de nous avoir rejoints, soit dans cette salle du Palais des Congrès de Cotonou, soit sur Internet, sur YouTube, sur les plateformes, etc., qui nous font le plaisir de nous diffuser. Alors, un large panel d'invités pour cette conférence qui devrait normalement durer 60 minutes. On va essayer en tout cas de tenir ce challenge. Je vais commencer par vous, Monsieur Aguémon. Vous êtes directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture. Première question qui me semble évidente. Est-ce que l'agriculture est une composante indispensable du Bénin en ce qui concerne son économie? Et en quoi? Merci, monsieur le modérateur. Ça fonctionne, ça fonctionne. Okay, merci beaucoup. Est-ce que l'agriculture est une composante essentielle de l'économie du Bénin? Je dirais naturellement oui, et ceci à travers quelques chiffres. C'est quand même 28% du produit intérieur brut. C'est important. C'est 73% des recettes d'exportation. Et cela emploie à peu près 50% de la population active. Quand même. Oui, et donc vous comprenez, cela va de soi. Et c'est la raison pour laquelle justement le programme d'action du gouvernement, que ce soit le 1 ou le 2, ont mis l'accent sur l'agriculture comme étant le principal levier de développement économique du Bénin. Et si nous nous rendons compte que c'est aussi la population rurale qui surtout est active dans ce secteur, donc voilà quelques éléments clés qui parlent en soi de l'importance de l'agriculture au Bénin. Ça, c'est le niveau primaire. Maintenant, si nous rentrons dans les autres secteurs secondaires, secteurs tertiaires, vous comprenez, c'est vrai, nous sommes encore à des niveaux d'industrialisation extrêmement faibles. Et certainement, d'autres intervenants ici reviendront sur cette question, sur les dynamiques qui sont en cours. Mais pour l'instant, c'est cette agriculture qui alimente le secteur de transformation, que ce soit artisanal, semi-industriel ou industriel. Et ça crée aussi beaucoup de services. Et quand on ajoute cela bout à bout, l'importance de l'agriculture, c'est au-delà des chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure. Merci. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques mesures phares du gouvernement en ce qui concerne l'agriculture? D'accord. Actuellement, sur quoi vous misez? Quelles sont vos priorités? Comment vous agissez pour faire en sorte que ce secteur de l'agriculture, qui représente beaucoup, comme vous venez de le dire, va encore prospérer? Oui, c'est d'abord la conception, la nouvelle conception que nous avons de l'agriculture en tant que chaîne de valeur. Et donc, quand on s'inscrit dans cette approche, ça change toute la philosophie. Nous sommes passés d'une approche productiviste, c'est-à-dire où on met l'accent sur la production, à une approche chaîne de valeur qui relie le marché au bassin de production. Ça, c'est un aspect extrêmement important et qui, justement, responsabilise davantage les acteurs des chaînes de valeur dans la promotion du secteur agricole. Deuxième élément, la politique a clairement fait un choix pour le renforcement de la transformation domestique des produits agricoles. C'est ainsi que pour la plupart de nos produits, y compris les produits industriels qui jusque-là étaient essentiellement ou exclusivement exportés, la politique agricole au Bénin aujourd'hui met l'accent sur la transformation domestique avec un objectif de 100% de transformation domestique. Que ce soit pour l'ananas, pour l'anacade, pour le soja et même pour le coton, c'est la nouvelle direction qui est fixée. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important.
et des dynamiques sont en cours par rapport à ça. L'autre aspect, nous avons quand même des maillons faibles, des points faibles, je voudrais dire. C'est ainsi que, par exemple, pour ce qui est de la viande ou du poisson, sur 2 kilos de viande mangée au Bénin, à peu près 1 est importé. On peut dire la même chose à peu près pour les produits halieutiques. Et donc, l'autre point important de la politique, c'est de pouvoir combler ce déficit de façon à être autosuffisant sur ces matières-là qui se rentrent dans la consommation domestique. Ça, c'est un aspect très important et vous devez l'avoir appris suffisamment à travers donc, les médias que, en janvier prochain, il est envisagé, par exemple, la suppression de l'importation de la volaille congelée, l'idée étant de créer les conditions optimales pour une croissance, un développement de l'agriculture au niveau du Bénin qui a été identifié comme étant le produit qui va nous permettre de vite atteindre l'autoconsommation en viande. Nous avons les mêmes déficits en termes de lait et là aussi des actions sont prévues. Donc voilà quelques éléments clés et liés à tout cela, à ces objectifs, un certain nombre de réformes ont été opérées au niveau du pays. Je ne sais pas s'il faut que je les aborde ou que j'attends une autre occasion pour le faire. Lors de ces panels, c'est à vous de me dire. Continuez. Merci beaucoup. Le premier élément, dès 2016, avec le nouveau gouvernement du président Patrice Talon, c'était d'abord de démocratiser, j'allais dire, l'intervention publique au profit du secteur agricole. Jusque-là, la politique publique était surtout centrée sur la filière coton, où aujourd'hui, bien entendu, depuis 4 campagnes agricoles, voire 5, le Bénin est le premier producteur en Afrique. Et donc, il était important de diversifier l'agriculture. Et à cet effet, nous avons procédé à une des réformes les plus majeures qu'on appelle la réforme de territorialisation du développement agricole. Cela a consisté en quoi? À diviser le territoire national en zones agroécologiques où des cultures se comportent le mieux sont dans leurs zones de confort, où avec le peu d'efforts possible, on aura l'amélioration optimale de la productivité. Donc ça nous a conduit à la création des pôles de développement agricole, au total 7, avec des filières locomotives à promouvoir par la politique publique au sein de ces pôles. Et dès cet instant, c'est un nouveau contrat qui est né juste entre le gouvernement et les populations, parce que dans chaque pôle aujourd'hui, des filières sont ciblées et l'action publique les adresse. Les acteurs de ces filières ont de l'appui au niveau donc de l'acteur public et pour promouvoir donc ces filières. Ainsi, aujourd'hui, en passant seulement du coton qui était porté, aujourd'hui vous avez le riz, il fait l'objet d'un programme national de développement des filières, l'anacade, le soja, le karité, la viande, le lait, les œufs, et ainsi de suite. Donc, aucun espace aujourd'hui au Bénin n'est mis en marge de l'action publique en matière agricole. Et c'est ça qui a permis de réaliser un certain nombre de progrès essentiels sur beaucoup de filières. Donc, ça a été une réforme inclusive en ce que, aujourd'hui, selon les filières dans lesquelles vous êtes accompagné par l'État pour pouvoir mener vos activités et à bien. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important sur lequel je voulais insister, avec des agences territoriales de développement qui jouissent de l'autonomie totale pour gérer ces filières dans les pôles en question. Moi, je voudrais revenir simplement sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez de cette fameuse loi qui, à partir de 2025, va supprimer l'importation du poulet. Nous avons le plaisir d'avoir une entreprise qui fait de l'élevage avec nous, une entreprise française. Monsieur Stigliani, je vais vous laisser la parole pour présenter en quelques mots votre entreprise. Puis après, vous nous direz un petit peu comment vous avez un vécu ici au Bénin depuis de nombreuses années. Ça fonctionne. Par contre, il faut bien le mettre sous... Allez-y, Elie. Non. Là, ça marche, oui. Là, ça marche. Bon, je me présente, Gabriel Stigliani. Donc, en 2 mots, bon, moi, je suis né dans les poulets. Je suis resté 25 ans dans un groupe français qui était l'ISA, l'Institut de sélection animale. Et il y a 25 ans, on a créé, avec différents brevets, j'ai créé une société qui s'appelle NTD,
qui construit des bâtiments et des complexes d'élevage dans le monde entier. Donc les objectifs, ça a été pays en voie de développement, continent en voie de développement. Donc on a une usine dans le sud de la France et on a une usine au milieu de la Chine. Donc on est présent sur le marché chinois, on est présent en Ouzbékistan, en Asie mineure, on est présent dans 40 pays d'Afrique et on est présent maintenant en Amérique du Sud. Donc l'Afrique, pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, j'ai passé 46 semaines sur 52 en Afrique. Donc je fais le yo-yo en permanence. Donc les élevages, comme on prenait les premiers pays qui ont pris leur indépendance en poulet, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Tous les bâtiments de la Sedima, les 200 mm de la Sedima, c'est moi qui les ai faits. Les 200 mm de la Cypras, c'est moi qui les ai faits. Voilà. Donc 80 ou 90%. Le Burkina Faso, je le connais par cœur. Dabou Simbel Ouattara, notre ami Raouna Sawadogo, le Niger, le Mali. Vous voyez, dans cette époque de turbulence, notre premier client au mois de février, ça a été le Mali. On a construit 7 ou 8 bâtiments de 50 000 pondeuses au Mali, là, vous voyez, dans les turbulences actuelles. Donc, bon, nous, on ne s'occupe pas de ça, on s'occupe de faire des poulets. Donc, j'ai organisé depuis ce moment-là, donc les bâtiments, il y a les équipements. Après, tous mes monteurs sont africains. Donc, il y a des Béninois. Vous avez un Béninois aujourd'hui, il est à Maputo, Mozambique. L'autre, il était en Libye. Il y a des Béninois, il y a des gens de tous les pays. On a une vingtaine de techniciens africains pour monter tous les équipements. Et derrière, j'ai fait une société d'assistance technique. Alors, il s'avère que c'est des Béninois, c'est pas pour vous faire plaisir, mais bon, il s'avère que c'est comme ça. Je connais à peu près toute une génération de Béninois, en passant par Fidel Atakoum, Ralo Atikpakpe, Martial Nguyo est avec moi depuis 5 ans, voilà. Et on a fait une société pour faire de l'assistance technique. Ça veut dire, on met en place les équipements. Le niveau d'éducation a beaucoup progressé en Afrique. Qu'est-ce qui vous manque? L'expérience. L'expérience partout est capitale, mais dans le vivant, c'est vraiment indispensable. Donc là, il y a toute cette expérience que je transmets. Et aujourd'hui, il y a 2-3 vétérinaires béninois qui sont basés au Sénégal, qui s'appellent Martial en particulier, qui sont vraiment au point, quoi. Je veux dire, alors on a des références comme... il est devenu ministre, notre ami Mabouba Ndiaye. C'est un monsieur qui s'est installé à faire des poulets, il produit 200 000 poulets par mois. D'accord? Et où vous cherchez l'argent? Où est l'argent? L'argent, il est dans le potentiel génétique des poulets. Donc il faut donner des conditions d'élevage pour arriver à... En 2 mots, l'élevage traditionnel en poulet de chair, je ne parle pas de vous des bicyclettes. Si je fais une petite parenthèse pour les bicyclettes, je vais avoir du mal à parler que 5 minutes, ça va être compliqué. Non, non. Pas de... Ça va être compliqué. Pas non, de je vais raccourcir, allez, 2 minutes, je vais couper. Moi j'avais juste une petite question. Quelle est la spécificité du Bénin? Nous sommes ici au Bénin. Vous connaissez tous les pays d'Afrique, vous l'avez dit, vous connaissez le poulet partout dans le monde. Est-ce qu'il y a une spécificité béninoise? Vous avez une chance pour obtenir un prix de revient digne d'un prix de revient de poulet brésilien. Vous êtes en zone équatoriale, il faut la technique, ça on vous l'amène, et il vous faut des céréales, et vous les avez. Donc il n'y a aucune raison de ne pas réussir, aucune. Et donc vous avez misé sur le Bénin, vous le disiez tout à l'heure, pour l'éducation, pour la formation? Alors, je n'ai pas misé sur le Bénin. Il s'avère que le Bénin a un peu une tradition d'aller être vétérinaire au Sénégal. Et comme moi, je suis resté beaucoup basé au Sénégal, eh bien, je sers à la sortie de l'école, Gabriel trouve un travail. C'est comme ça que je connais tous ces vétérinaires béninois. Il y a une nouvelle génération qui arrive que je ne connais pas spécialement. Il y en a un qui m'a appelé hier soir, là. Donc voilà. Mais on est en relation, justement, pour former tous ces gens-là, pour prendre le relais, que ce soit le relais de transmission de notre expérience. On doit transmettre notre expérience. On est là, je suis là pour ça. Voilà. Je crois que vous aurez beaucoup de choses à vous dire tout à l'heure après cette conférence, et c'est ça la magie des rencontres africaines. Mais je voudrais qu'on poursuive sur la formation. À mes côtés, Kémy, vous avez créé une coopérative pour former les entrepreneurs. On va vous donner un micro. Est-ce que vous pourriez nous en parler d'abord? Très bien, donc bonjour à tous. Je représente la société coopérative Sens Bénin, Solidarité Entreprise Nord-Sud, établie au Bénin depuis plus de 10 ans maintenant, dans le cadre d'un programme de coopération décentralisée entre le département des Collines et un département en France, à l'époque, la Picardie. Je fais ce détour parce qu'il s'agit de coopération décentralisée, ça me semblait pertinent par rapport à l'événement d'aujourd'hui. Et donc le métier de Sens Bénin, c'est de faire émerger des entreprises qui, pour la majorité aujourd'hui, s'inscrivent dans le secteur de l'agroalimentaire. Vraiment, dans ce secteur-là, il y a comme ce chaînon manquant
surtout en milieu rural, qu'on essaie de faire émerger. Et le faire émerger, ça veut dire partir de l'existant, c'est-à-dire de très petites entreprises en milieu rural, qu'on va former, accompagner, pour les mener vers cette position-là d'intermédiaire, certes, entre le monde agricole, le monde des producteurs, des productrices et le monde de l'agroalimentaire, des PME agroalimentaires ou de l'industrie agroalimentaire. Donc vraiment des parcours de formation offerts à des TPE ou même à des jeunes qui sortent de lycées techniques agricoles pour les amener à devenir des acteurs clés, des PME, qui jouent, je vais dire, 3 fonctions essentielles. La première, c'est celle de sécuriser l'approvisionnement de ces PME semi-industrielles ou industrielles. La deuxième, c'est de contribuer à la structuration du secteur agricole. Parce que ces PME, à un moment donné, ont besoin d'optimiser leurs coûts de transaction. Travailler avec 20 producteurs, c'est vraiment différent que de travailler avec 200, 2000 producteurs. Et ces entreprises ont donc besoin de structurer en groupe les producteurs dans les villages et les mènent finalement à devenir des micro-coopératives, des coopératives à la base. Et donc ça, c'est une fonction très importante aux côtés du secteur des OP classiques, qui est déjà bien établi. Il y a tout ce potentiel et ce besoin de structurer le secteur agricole à l'échelle des villages. La deuxième fonction, c'est celle des services aux producteurs. Bien évidemment, les réformes en cours dans le cadre du programme d'action gouvernementale permettent de répondre à un bon nombre de besoins des producteurs via les agences territoriales de développement agricole. Mais force est de constater que les petits producteurs à la base ont besoin d'avoir un accès facilité aux intrants, par exemple, au financement, et que les réformes ne peuvent pas répondre aux besoins de tous les producteurs aujourd'hui. Donc ces entrepreneurs d'agrégation développent, offrent, délivrent des services d'accès au financement pour sécuriser leur propre approvisionnement. Donc je vais donner des exemples pour que ce soit un petit peu plus incarné. Je pense que M. Béton, ici, représente la CIPI, si je ne me trompe pas. Les entrepreneurs dont je parle, donc on nomme des essors, c'est ce modèle d'affaires qui s'appelle des entreprises solidaires de services aux ruraux. Les essors, la campagne dernière, ont approvisionné 4000 tonnes de soja à la CIPI. Et ça, ce sont 4 entrepreneurs qui sont accompagnés depuis entre 6 et 4 années. Donc c'est pour dire que ce sont des parcours d'accompagnement assez longs. Mais la preuve du concept aujourd'hui est faite. Ça a été une bonne opportunité pour eux. Ça a même été un facteur de changement d'échelle très important. Et au dire d'un représentant de la CIPI que j'ai eu l'opportunité de rencontrer il n'y a pas longtemps, avec les essors, la CIPI a vraiment eu l'opportunité d'avoir des acteurs professionnels fiables. Et il semble bien que pour cette campagne, les volumes sur lesquels ils se sont engagés ont plus que doublé. De l'autre côté, les entrepreneurs qui vont approvisionner ces volumes-là sont aussi en train de constituer un réseau d'essor pour augmenter leur capacité à répondre aux besoins de cette industrie qui est en train de se développer au Bénin. Donc pour finir, je pense que ce modèle d'affaires qu'on essaie de faire émerger à travers la formation et d'entreprises et de producteurs constitue vraiment une des pièces du puzzle de ce programme gouvernemental et doit vraiment pouvoir répondre sur différents secteurs d'activité, différentes filières, je vais dire. J'ai évoqué le soja, j'aurais pu parler du maïs, du manioc, je peux parler aussi du curcuma ou de filières innovantes, parce qu'il s'agit vraiment de créer de la valeur par la professionnalisation, par une meilleure organisation du secteur et par l'innovation à partir de nos ressources. Donc je m'arrête là pour le moment. Je vais vous laisser répondre, mais juste une question. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un exemple de décentralisation qui fonctionne ? Oui, très certainement. Je pense que c'était la vocation de départ. Né dans le cadre d'un programme de coopération décentralisée, mais né également de la volonté de maires.
C'était la première mandature de la décentralisation au Bénin. Les maires du département des Collines ont explicitement souhaité que soit mise en place une démarche de développement de l'économie locale. Et c'est comme ça que Sens France, à ce moment-là, qui a donné naissance à Sens Bénin, a impulsé le développement de cette démarche qui consiste à développer des entreprises sur le territoire. J'ai eu la chance d'entendre le maire Akwaku tout à l'heure de la commune de Toribo-Sito qui s'est intéressé à ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui dans le zoo, dans les collines. C'est une démarche qui est toujours portée en fait par les communautés de communes, donc le groupement intercommunal des collines qui est à l'origine de la démarche, la communauté des communes du zoo qui a permis de la déployer dans le département du zoo, et puis peut-être à Toribo-Sito bientôt. On travaille aussi avec le maire de Grand Popo. C'est vrai que cette démarche-là, elle s'inscrit vraiment dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de développer des entreprises, donc on parle bien de création de valeur, on parle d'entreprises qui sont viables, on parle de vrai entrepreneuriat. Souvent quand on dit économie sociale et solidaire, on a l'image d'une économie au rabais. Non, ce n'est pas le cas. On peut développer des vraies entreprises et surtout développer sur les territoires un tissu économique. Je pense que c'est vraiment ce qui marque cette approche que nous déployons depuis plus de 10 ans. Je vais vous laisser la parole, je vais vous laisser rebondir, Letanji, puisqu'on s'adressait à vous. Est-ce que vous avez un petit mot à lui dire ou Non, c'est bon. Nous, on travaille effectivement avec beaucoup de, je ne veux pas dire petits entrepreneurs, mais des gens qui se mettent ensemble, parce que nous avons des agrégateurs qui fournissent de la matière première aux unités industrielles de la zone économique spéciale de Glodibé, notamment le soja, les noix de cajou, etc. Donc effectivement, la CIPI a travaillé avec beaucoup de jeunes producteurs qui sûrement travaillent avec vous. Je n'ai pas les détails, mais je suis sûr que c'est comme ça que ça s'est passé, parce qu'effectivement, pour nous assurer que les industries ne soient pas en rupture de matières premières, effectivement, on a signé des contrats d'agrégation de matières premières. Voilà. Alors vous allez nous parler des investissements de cette fameuse zone. Moi j'écoutais tout à l'heure l'ambassadeur de France au Bénin qui était vraiment très très étonné de la grandeur de cette zone. Est-ce que vous pourriez nous parler des investissements dans cette zone? A priori pas encore d'entreprises françaises, mais une trentaine d'entreprises sont déjà présentes sur place. C'est vrai, aujourd'hui nous avons un écosystème industriel qui nous a permis de mobiliser un certain nombre d'investisseurs dans la zone économique spéciale de Glodibé. À ce jour, nous avons à peu près 36 investisseurs qui sont soit installés ou dans le processus de s'installer. Nous avons à peu près une quinzaine d'industries qui sont déjà opérationnelles. Les industries motrices de la zone sont les industries de transformation de noix de cajou, les unités intégrées de textile. Il y a également la confection de vêtements. Nous avons une unité de fabrication de produits pharmaceutiques. Nous avons également une unité de fabrication de céramique, c'est-à-dire ce sont des carreaux d'Espagne. C'est une unité qui sera opérationnelle au plus tard le 20 juillet, pardon, avant la fin de ce mois de juillet, pardon, et qui va produire à peu près 3 millions de mètres carrés de carreaux. Donc aujourd'hui, la plupart des produits agricoles que nous exportions, notamment le soja et le coton, sont désormais transformés dans cette zone. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une interdiction d'exportation des matières premières agricoles, notamment en ce qui concerne le soja et les noix de cajou, depuis le 1er avril 2024. Parce que dans la zone économique spéciale de Glodibé, nous avons 5 unités de transformation de noix de cajou qui ont eu chacune une capacité de 25 000 tonnes de transformation annuelle. Nous avons également les unités de transformation de soja, à peu près 3, qui aujourd'hui ont une capacité de transformation de 260 000 tonnes par an. Et nous allons rapidement augmenter cette capacité à 600 000 tonnes avant la fin de l'année 2026. Donc aujourd'hui, dans cette zone,
Vous savez, le Bénin, depuis 2019-2020, le premier producteur de coton en Afrique, avec une production record qui a atteint à peu près 735 000 tonnes en 2020-2021. Donc, aujourd'hui, dans cette zone, nous avons 3 unités intégrées de textile qui transforment annuellement 40 000 tonnes de fibres. Il y a quelques années, et ça continue toujours, la quasi-totalité des fibres du Bénin étaient exportées à l'état brut. Donc dans cette zone aujourd'hui, nous avons ces 3 unités, dont une est déjà opérationnelle, les 2 autres seront opérationnelles dans les 6 mois à venir. La première unité Bitex, qui aujourd'hui transforme 20 000 tonnes de fibres par an. Les 2 autres, c'est 10 000 tonnes. Donc dans la zone économique spéciale de Glodjigbe, nous produisons des serviettes, nous produisons des draps. Nous sommes en discussion avec un certain nombre de marques, dont Blisco, Uniwax, etc., pour leur fournir des tissus. Voilà, donc tout ça c'est en cours. Vous n'êtes pas sans savoir également qu'il y a beaucoup de confections de vêtements qui se passent dans la zone. Nous vendons déjà des t-shirts, des polos, des leggings sur le marché américain, notamment à TCP, The Children's Place. Nous avons également signé un contrat de livraison de vêtements avec Kiabi. Donc, je vais venir à Kiabi, à US Polo Association. Je suis d'abord sur le marché américain. Ouais. Et récemment, en Europe, nous avons signé avec Kiabi. On leur a livré 80 000 pièces. Donc, avec Kiabi, c'est à peu près 2 à 4 millions de pièces que nous allons livrer dans les 12 mois à venir. Et ils veulent acheter 30 millions de pièces en Afrique. Et donc, je pense que dans les 3 prochaines années à venir, je pense que le Bénin est très bien positionné pour récupérer ces marchés. Bon, vous avez des entreprises américaines, super, mais est-ce que vous n'avez pas encore d'entreprises françaises? Là, dans la salle, il y a sûrement des entreprises françaises dans le domaine agricole, de transformation agricole, qui voudraient peut-être venir. Vous allez avoir l'occasion tout au long de cette journée d'échanger avec eux, mais déjà, qu'est-ce que vous pourriez leur dire, ou ceux qui nous regardent en France, depuis le site internet rencontreafrica.org, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Comment vous pourriez... Alors, ce que je peux leur dire, vous savez, d'abord, la France et le Bénin ont une histoire. Hein, et donc, techniquement, le Bénin est plus proche de la France que de la Chine. Le Bénin est plus proche de la France que des États-Unis en termes de culture, d'histoire, etc. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est ce qui se passe au Bénin. C'est un pays qui est en transformation, c'est un pays qui est pro-business, où vous avez pratiquement les mêmes conditions que vous avez en Chine. Si vous prenez la zone industrielle de Glodjigbe, vous avez le prix au kilowattheure qui est essentiellement le même prix qui est offert en Chine, c'est-à-dire à peu près 10 cents, c'est-à-dire en matière de dollars, 10 cents USD au kilowattheure. Nous avons de l'énergie en qualité. Nous avons tout ce qu'il faut pour favoriser le développement des activités industrielles. Nous avons une loi sur les zones économiques spéciales qui est très très attractive, qui vous permet, quand vous venez dans ce pays pour installer vos unités de production, de ne pas payer de droits de douane ni de taxes sur vos équipements. Ensuite, quand vous rentrez en phase d'exploitation, vous ne payez pas les impôts sur les impôts sur le bénéfice pendant une période qui va de 12 à 17 ans. Donc ce sont autant d'avantages que les investisseurs français doivent regarder de près. Et puis, en plus de tout ça, c'est un pays qui a énormément changé. Il y a une dynamique qui est en cours où nous avons tout le pays, c'est-à-dire en dehors de la zone économique spéciale de Glodjigbe, tout le pays est dans une mutation qui favorise le développement des affaires. C'est vrai, nous avons été en France lors de la REF. Nous avons également fait un roadshow. Nous avons parcouru à peu près une dizaine de villes
française suite à la visite du président Macron ici au Bénin. Nous avons échangé avec un certain nombre d'investisseurs français et depuis cette visite, nous avons reçu ici au Bénin une délégation accompagnée par la BPI et nous avons échangé avec eux et nous sommes activement en train de travailler avec un certain nombre de groupes français qui sont vraiment fortement intéressés par le Bénin. Notamment, il y a Somdia, il y a Conti Pharma, il y a M2G Mix. Donc, c'est avancé. Donc, je ne suis pas très inquiet, je ne suis plus inquiet. J'étais vraiment inquiet à un moment. Mais aujourd'hui, je peux dire que ce n'est qu'une question de temps. Les investisseurs français vont venir. Vous savez, pendant la crise du Covid, il y a eu un incident qui s'est passé avec les Chinois. La France a commandé des masques et Trump, par un coup de baguette magique, a fait détourner les masques vers les États-Unis sur le tarmac. C'est vrai. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, il faut que la France et l'Europe en général comprennent qu'il faut qu'ils se rapprochent de l'Afrique, des pays en Afrique qui sont prêts à les accueillir. Parce que aujourd'hui, avec les différends qu'il y a entre les grandes puissances, notamment la Chine et l'Europe, la Chine et les États-Unis, l'Afrique est de mieux en mieux positionnée pour recevoir les investissements français et européens. Et surtout le Bénin. Hein, quand on parle de l'Afrique, l'Afrique c'est un continent. Hein, mais le Bénin c'est un pays. Donc dans chaque pays, il y a une dynamique. La dynamique qui est en cours au Bénin n'est pas la même dynamique qui est en cours dans les pays de la sous-région. Voilà, donc nous sommes vraiment prêts à accueillir les investisseurs français. Je posais la question à M. Balzaretti. Est-ce que vous travaillez avec la zone vous-même? Alors peut-être appuyer sur le petit bouton. Oui. Bon, prenez celui-là. Alors nous, on est un peu l'inverse. Hein. GMB est une société qui a été créée il y a 52 ans, qui a eu des hauts débats et qui est en phase de restructuration et qui renaît de ses cendres. Ce qui veut dire qu'on est capable au Bénin aussi de remettre en état, de remettre en marche des entreprises qui existaient avant que GloJB n'existe. Essentiellement basé sur 3 facteurs. Il y a un climat des affaires qui est favorable, il y a un accès aux autorités béninoises d'excellente qualité. Quand on a des projets qui sont intelligents, structurés et sérieux, les autorités nous écoutent et on arrive à gérer beaucoup de dossiers, ce qui n'est pas toujours le cas dans un certain nombre de pays. En tout cas, au Bénin, les autorités au plus haut niveau, Madame la Ministre était tout à l'heure devant nous, nous aident et aident les entreprises quand des choses ont des choses à dire, les entreprises ont des choses à dire. Je pense qu'il y a eu des mots qui ont été mentionnés par M. Giros, M. Baird, qui s'appellent humilité, crédibilité, conformité aussi. Je pense que le Bénin accueille des entreprises sérieuses. À partir du moment où on a des projets sérieux, on doit pouvoir les réaliser. Nous sommes une ancienne entreprise, mais on espère un jour frapper à la porte de GloJB sur d'autres projets. Donc ça, c'est le premier aspect. Vous faites quoi pour ceux qui ne vous connaissent pas? Excusez-moi, je vous coupe les la Grands parole. Moulins du Bénin, c'est de la farine, essentiellement, avec quelques projets dont ces messieurs ont déjà parlé, effectivement. En ce qui nous concerne, on peut en valeur haute faire de l'aliment de bétail, en valeur basse des pâtes ou des choses comme ça. Donc c'est des choses qui sont aujourd'hui dans l'intérêt de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a l'environnement économique est favorable, les éléments et les ingrédients sont là. On parlait tout à l'heure de soja et il y a quand même 2 millions de tonnes de maïs, 520 000 tonnes de soja. Donc il y a la première pour faire évoluer ce monde. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important que le Bénin, que les gens et les investisseurs regardent le Bénin, où d'abord il y a un accueil des industriels. C'était un pays très tourné vers l'importation et le transfert d'un certain nombre de marchandises vers le Nigeria. Aujourd'hui, on est, nous, entreprise béninoise, dans le monde de la farine. On a une contribution au niveau de l'État qui est 2,5 à 3 fois supérieure à celle d'un importateur qui, en partie, était subventionné par les Turcs. Et aujourd'hui, on est des contributeurs sérieux de l'économie béninoise. Les Grands Moulins, c'est 60% de la farine au Bénin aujourd'hui. Donc je pense que c'est aussi un message sur les entreprises existantes. On peut arriver à exister, on peut arriver à se restructurer et à mettre en place, dans le climat favorable qui est le climat du Bénin aujourd'hui,
des entreprises qui existaient. Alors, GloJB, c'est l'export, c'est le futur, mais il y a des tas d'entreprises aujourd'hui qu'on peut redynamiser et qui existent depuis longtemps et qui auront droit au chapitre. C'est très bien pour ce message. Vous confirmez, vous qui êtes conseiller du ministre de l'Agriculture, que le ministère a une porte ouverte pour les entreprises qui veulent s'installer. Vous êtes de grande écoute pour nos sociétés françaises qui voudraient s'installer chez vous. C'est un beau compliment quand même. Oui, bien sûr, je suis directeur de cabinet. Et je crois que la preuve la plus évidente, même devant le droit, c'est ce que le témoignage suffit à lui seul pour le dire. Évidemment, je m'en voudrais de ne pas mentionner la spontanéité avec laquelle mon ministre, peut-être que c'est une qualité personnelle ou pas, mais pour les retours que j'ai d'autres ministères, c'est la même dynamique, avec laquelle donc mon ministre reçoit les gens et surtout l'esprit d'ouverture, de partage dont il fait preuve. Et je n'ai pas comme l'impression qu'il y a un industriel qui a fait un tour là, ou un opérateur, et qui est sorti déçu. Je n'en ai pas la preuve, en tout cas pour le temps que j'ai passé avec le ministre jusqu'à présent. Et en lui-même, le ministre est quand même une mine d'informations et d'idées. Donc de ce point de vue, effectivement, l'accueil chez nous, je dirais, c'est plus que favorable. Merci. Est-ce que vous pouvez vous êtes déjà allé frapper à la porte, Nabil, du ministère de l'Agriculture ou pas encore? Bonjour à tous. Non, pas encore. Je n'ai pas encore eu ce privilège ou cette chance. Nous, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les différents échanges, mais produire c'est bien, mais conserver les produits c'est encore mieux. Alors dites-nous justement, qu'est-ce que vous faites? La société ABN, c'est une entreprise spécialisée dans le domaine de la réfrigération industrielle et du traitement d'air. Et donc, nos cibles sont tous les producteurs de produits alimentaires. Et une fois qu'on a bien mangé, après, il peut nous arriver de se soigner. Donc, on fait des salles blanches pour tout ce qui est domaine pharmaceutique. Mais on va rester dans l'agro. Pour l'agroalimentaire, donc on a des solutions aussi bien pour le premier échelon de production. Ça peut être une machine à glace pour un pêcheur, ça peut être une chambre froide, ça peut être... Mais nous, on sait comment respire une banane, on sait comment transpire une pomme. Donc, on sait respecter le produit alimentaire et donc bien le conserver. Donc, aujourd'hui, l'entreprise, elle a 25 ans et elle est présente en France, à Alger, Casablanca, Tunis. Donc, on est implanté sur les 3 pays de l'Afrique du Nord. Et on a accompagné ces mouvements justement d'organisation de filières, que ce soit la filière du lait, que ce soit la filière avicole, que ce soit d'ailleurs on en voit de plus en plus des gens qui viennent de Tunisie ou du Maroc s'installer dans un certain nombre de pays africains, parce qu'il s'est développé un vrai savoir-faire. Et la filière aujourd'hui, depuis les bâtiments d'élevage dont parlait M. Stigliani tout à l'heure, jusqu'à les boutiques de transformation pour de la charcuterie de volaille, etc. Donc les groupes qui se sont vraiment bien développés ont, depuis l'aliment de bétail, l'élevage, l'abattage, la transformation, et nous on est surtout dans la chaîne abattage et transformation pour refroidir une volaille sans perte de masse. Donc ça c'est extrêmement important parce que si on ne fait pas attention à ce petit détail, on peut perdre jusqu'à 10% de sa production journalière, ce qui est absolument colossal. Nous, on s'engage contractuellement à des pertes de masse inférieures à 2%. Et donc, en commençant notre développement sur l'Afrique subsaharienne, on s'est rendu compte justement que 40 à 50%, enfin on s'est rendu compte, la FAO le dit, 40 à 50% de la production agricole est perdue faute de conservation. En Afrique? En Afrique. Et c'est là où on se dit c'est criminel. Parce que celui qui a fait pousser des oignons cette année et qui n'a même pas réussi à subvenir à ses besoins parce qu'il n'a pas réussi à les valoriser et à les vendre, je trouve que c'est criminel qu'il ne puisse pas les conserver. Et donc on a développé un produit qui s'appelle le Solar Cooler. C'est quoi? On commence par prendre un conteneur frigorifique pour lui donner une nouvelle vie. On le transforme complètement, c'est-à-dire on lui enlève sa machinerie et on installe un système qui est complètement autonome, qui peut être off-grid, et avec les panneaux solaires, avec 8 heures d'ensoleillement, on a 48 heures d'autonomie en froid.
C'est-à-dire on peut conserver aussi bien des poissons, de la viande de volaille, des fruits, des légumes, des œufs, etc. Et avec 8 heures d'ensoleillement, on arrive à être autonome parce qu'on ne stocke pas de l'énergie électrique, on stocke plutôt de l'énergie thermique. Et c'est ce qui permet d'avoir une très très belle conservation. Et aujourd'hui, on a un projet dans un pays voisin, au Togo, puisqu'on a complété d'autres briques technologiques autour du froid, qu'on appelle la maison des services, où on va transformer les graines avec un moulin à pierre très peu consommateur. On va introduire la notion de pesée, on va introduire la notion de froid et de la formation pour les gens pour savoir que une banane c'est à 13 degrés, un ananas c'est à 8 degrés, etc. etc. On ne conserve pas du tout les produits de la même façon. Et avec la formation, on fait monter effectivement les compétences. Et l'idée, bien sûr, c'est dès le 4e ou 5e exemplaire, fabriqué sur place pour, bien sûr, de l'inclusion et de la création de l'emploi dans les pays que nous avons ciblés, puisque aujourd'hui, on va dire, on continue à se développer sur l'Afrique du Nord, mais l'intention, c'est de se développer sur l'Afrique de l'Ouest et au Bénin, j'espère. Je vais donner la parole à Laurent Glin maintenant. Hormis le fait d'avoir un très beau prénom, vous identifiez les créneaux porteurs au Bénin pour les faire prospérer. Comment ça fonctionne ? Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est Africa Green Corporation. Au fait, nous sommes une entreprise spécialisée en agro-industrie éco-responsable. Il faut dire, l'idée qui est derrière cette initiative, c'est comment transformer en réalité économique tout le potentiel dont regorge ce continent. On le dit souvent, plus de 60% de terres arables cultivables du monde, mais qui évidemment contraste avec la réalité de tous les jours. Et donc, parce que nous avons un modèle économique plutôt moyenâgeux, orienté vers l'exportation de la matière première, le Bénin de plus en plus en fait l'exception, ce qui est une bonne chose, plutôt qu'un modèle assis sur la création de valeur. Et donc, toute l'idée pour nous, c'est comment est-ce qu'on puisse identifier les créneaux porteurs dans le secteur agro-industriel et, à partir des idées, mettre en place des plans d'affaires bancables, faire la structuration financière, la levée de financement, la mise en place et la mise en exploitation de ces exploitations agro-industrielles, mais dans un modèle plutôt intelligent écologiquement. Ça veut dire un modèle qui est attentif à tout ce qui est impact écologique. Donc, nous veillons à intégrer les paramètres et standards écologiques dans nos processus de production et de transformation. Et ce qui fait de nous une entreprise orientée plutôt vers l'économie solidaire et circulaire. Alors, économie solidaire dans le sens que dans notre approche d'intervention, nous utilisons le modèle appelé cluster, où nous travaillons en bonne intelligence avec les coopératives que nous aidons à se structurer, renforcer leurs capacités en termes de bonnes pratiques de production, en termes de gestion coopérative aussi, mais aussi en termes de mise à disposition donc de matériel végétal, équipements de protection individuelle, etc. Et à terme, l'idée pour nous, c'est comment fédérer ces coopératives avec qui nous travaillons, de manière à ce qu'elles aient aussi une part dans l'actionnariat de l'entreprise. Donc pour évoluer d'un modèle de fournisseurs seulement de matières premières, mais à un modèle de copropriété où nous appartenons à une famille d'affaires, où les intérêts sont plutôt des intérêts mutuellement partagés. On n'est pas dans un modèle purement capitalistique. Et donc, alors le volet circulaire, c'est que, parlant de l'écologie, nous mettons en place, je vais donner l'exemple de notre unité de production de beurre de karité aujourd'hui, qui est basée à Ndali. Nous avons un dispositif qui nous permet de transformer tout ce qui est résidu donc dans le processus de transformation du beurre de karité, notamment les tourteaux, les coques, en électricité. Donc on a mis en place un dispositif de gazification qui nous permet de transformer en électricité tout ce qui est résidu, tout ce qui est déchet que nous réinjectons dans le système, donc dans un modèle de mix et d'hybridation énergétique. Alors, comme projet et initiative que nous avons, j'ai évoqué le beurre de karité, où nous avons une unité de production basée à Ndali et qui fonctionne suivant ce modèle-là. Notre plus grand projet actuellement qui se prépare à démarrer, c'est la fabrication de farine panifiable de haute qualité à base de manioc. Je suis heureux d'avoir le DG de GMB ici, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et donc ce projet, c'est un projet qui a eu le financement de la BAD, Banque africaine de développement,
en ce qui concerne les études de faisabilité techniques, financières, commerciales et architecturales, et qui aujourd'hui est porté par la Caisse des dépôts et consignation du Bénin. Et le processus de structuration et de financement est pratiquement bouclé, et nous allons démarrer ce projet d'ici la fin de cette année, et qui va donc permettre de mettre sur le marché environ 4 000 tonnes de farine panifiable de haute qualité à base de manioc, destinée bien évidemment aux boulangeries, aux pâtisseries et aux biscuiteries. Toute chose qui va aider à créer une dynamique économique qui va absorber assez de jeunes et aussi permettre de développer aussi bien l'économie locale que l'économie nationale, en essayant bien évidemment de raisonner un peu les importations en matière de blé, mais dans une logique plutôt mixte. Nous allons voir avec le JMB, avec qui nous avons commencé par discuter, avec d'autres minaudiers de la place, dans quelle mesure on peut mettre en place un système plutôt de farine mixte, donc incorporation de la farine panifiable de manioc à différents pourcentages, 5%, 10%, 15%, donc selon les destinations. Notre dernier projet que je vais aborder, c'est un projet de valorisation des noyaux de mangue pour la fabrication de beurre de mangue. Alors, quand on prend le Bénin, on prend le Burkina, on prend le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est pratiquement 80% de l'offre de mangue au niveau de la sous-région ouest africaine. Mais figurez-vous, près de la moitié de cette grande quantité de mangue pourrie sans avoir atteint le marché. Une bonne partie déjà dans les vergers et l'autre partie dans les circuits de commercialisation. Et la question, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces déchets, ces noyaux et qui ne sont pas valorisés? Donc, Africa Green Corporation se positionne à pouvoir créer une nouvelle unité de production qui vise à valoriser cette matière première-là. Donc, dans l'idée, comme je le dis, de densifier, d'investir, contribuer à investir le modèle économique au niveau de notre continent en misant beaucoup plus sur la création de valeur. Et nous sommes une entreprise avant tout, il faut dire, et c'est important de le dire, panafricaine, parce que nous avons commencé par le Bénin, mais notre ambition, c'est d'impacter les 54 pays de l'Afrique. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons dans notre portefeuille agro-industriel, quand on met bout à bout l'ensemble de nos projets, ça peut s'évaluer en termes de besoins d'investissement à près de 6 ou 7 milliards de francs CFA. Et donc nous sommes ouverts à intégrer dans le capital les investisseurs ici présents ou ailleurs. Et donc voilà ce que je tiens à dire en ce qui concerne Africa Green Corporation. Nous sommes une entreprise orientée vers l'éco-responsabilité. Je vous remercie. Je vais laisser la parole tout à l'heure à M. Chaouki et je pense que vous allez discuter encore pendant toute cette journée entre vous parce que je pense qu'il y a des projets qui peuvent être transversaux. Mais votre voisine je vais vous demander de lui donner votre micro. Elle voulait juste dire un petit mot juste avant. Alors juste très rapidement, on se connaît assez bien avec Monsieur Glin, avec Laurent. Et bon, vous l'avez entendu, en fait, tout ce qui est dit concernant le modèle économique d'Africa Green Corporation fait écho vraiment à la démarche qui est développée et que j'ai présentée tout à l'heure, avec un vrai partage en termes de vision. On parle d'une économie au service de l'intérêt général, on parle d'éco-responsabilité, on parle de préservation, je pense, de l'environnement et de tout le potentiel qu'il porte aujourd'hui. Et puis en termes de méthodologie aussi, en termes d'approche économique, cette approche de chaîne de valeur qui est aussi à la base du programme gouvernemental qui s'appuie sur des clusters, des petites organisations à la base notamment. Et ce que je voudrais juste souligner pour finir, c'est pour revenir à l'angle de la formation et de l'accompagnement des entrepreneurs, l'importance de les amener à mieux maîtriser leurs relations d'affaires. C'est toute cette question de la coopération économique qui, dans notre contexte, et je pense dans bien des contextes, en fait, ce n'est pas spontané, ça s'apprend. On apprend à coopérer et je crois, là c'est un petit clin d'œil que je vais faire à l'ADPME qui va lancer bon nombre de parcours d'accompagnement. Toute cette dimension coopération économique, relations d'affaires, que ce soit des coopérations verticales le long de la chaîne de valeur ou que ce soit horizontale au niveau des clusters ou même avec les acteurs des territoires, tout ça va être déterminant pour vraiment bien engager cette transformation économique qui s'amorce.
Alors, Monsieur Chaouki nous a rejoint. Vous êtes le président de la Commission agriculture au Maroc. D'abord, merci de nous avoir rejoints. Quels sont les rapports entre le Maroc et le Bénin et qu'est-ce que vous venez rechercher aujourd'hui à l'occasion de cette grande manifestation que sont les rencontres africaines? Premièrement, bonjour à tout le monde et je vous remercie l'Association internationale des régions francophones ainsi que le pays Bénin de leur accueil qui nous a permis de prendre la parole premièrement devant cette présence variante entre les cadres nationaux et les experts nationaux et internationaux et pour expliquer, c'est-à-dire notre expérience au domaine de l'agriculture, ce secteur qui est considéré comme un secteur très important et qui est considéré comme la colonne vertébrale de l'économie marocaine et qui était inspiré d'une philosophie de Sa Majesté le roi, le feu Hassan II, par la stratégie et c'est-à-dire et la politique de la construction des barrages, c'est-à-dire fini par aussi par la stratégie de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que le Dieu l'assiste, par plusieurs plans basés sur le plan vert qui a offert, c'est-à-dire une opportunité pour au Maroc pour se positionner au niveau du marché national et international. Comme vous avez bien que le plan de marché de Maroc vert, il a permis aussi au Maroc de diversifier, c'est-à-dire la production agricole au niveau même aussi des marchés nationaux et internationaux. Il a rendu même aussi le Maroc un important exportateur de plusieurs, c'est-à-dire produits agricoles, surtout au niveau des marchés européens. Il a fait même aussi la conversion de certains hectares d'irrigation, c'est-à-dire gravitaire à l'irrigation par goutte à goutte. Le plan de Maroc vert, comme vous avez bien, a permis aussi d'assurer l'autosuffisance, c'est-à-dire du Maroc en certains produits agricoles, à savoir, c'est-à-dire la viande rouge, les œufs, le lait et c'est-à-dire ses dérivés, ainsi l'huile. Notre existence aujourd'hui et notre présence aujourd'hui ici au Bénin, c'est de faire, c'est-à-dire d'expliquer, c'est-à-dire les opportunités offertes, c'est-à-dire pour investir essentiellement, c'est-à-dire globalement au Maroc et essentiellement dans notre région de Beni-Mellach-Nefra, qui est considérée comme une région agricole, c'est-à-dire et qui a un potentiel très important, un potentiel humain et naturel, parce que c'est une région montagneuse avec un périphérique, c'est-à-dire un périphérique irrigué de 2000 hectares, avec des barrages, c'est-à-dire les grands barrages qui sont très importants, et aussi avec un agropole. On a même aussi un agropole parmi les 4 agropoles qui ont été même aussi institués au Maroc. Il y a un au niveau de la région de Beni-Mellach-Nefra. D'accord, donc vous allez pendant ces 2 jours rencontrer des chefs d'entreprise français, béninois et essayer de voir s'il n'y a pas des coopérations possibles entre ces 3 pays. Oui, bien sûr. Eh bien, super, je vais vous demander de rester en place pendant quelques minutes puisqu'on parlait de formation tout à l'heure. On va aussi donner la chance à 2 personnes qui vont devoir pitcher leurs entreprises, comme on l'a fait depuis le début. Je ne sais pas s'ils sont là. Les personnes qui doivent présenter leurs entreprises, venez vite sur scène nous rejoindre et vous allez avoir 3 minutes pour présenter votre entreprise. On va vous écouter et on va vous offrir cette chance pendant ces rencontres Africa de pouvoir présenter votre société, votre entreprise, votre start-up. Alors, je vais vous laisser je vais vous prendre votre micro, je vais vous laisser un micro et je vais lancer la rubrique Pitch. Ok. Attendez, il y a un jingle. C'est comme à la télé.
C'est à vous. Vous avez maintenant 3 minutes pour nous présenter votre société. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Thomas Assoba. Je suis le promoteur de l'entreprise HVC. HVC veut dire huile végétale des collines. Notre entreprise est spécialisée dans l'extraction des huiles végétales, notamment l'huile d'arachide, l'huile de soja, l'huile de baobab, l'huile de Nîmes et autres. Aujourd'hui, nous sommes en phase d'industrialisation de nos activités en extraction d'huile végétale parce que nous avons travaillé depuis 16 ans pour pouvoir arriver à maîtriser notre procédé de production. Le marché, c'est un marché africain et européen, d'où nous avons déjà contractualisé des marchés européens et on attend de financement des investisseurs pour nous accompagner à pouvoir accomplir, honorer ces engagements-là. Autre chose, ce soir, je voudrais aussi demander dans la salle s'il y a des partenaires techniques qui sont là, qui peuvent aussi contractualiser avec nous pour nous fournir de graines de soja bio suite à des contrats que nous avons eus. Parce que les marchés européens que nous avons, ce sont des marchés certifiés. Donc, on a besoin d'être certifié, ce qui est déjà fait, l'entreprise est certifiée. Et nous avons besoin de matières premières certifiées aussi, de soja et de l'arachide. Il faut aussi dire que je suis là avec des contrats. S'il y a des partenaires qui sont prêts, qui sont déjà dans ces activités-là, qui ont des certifications certifiées aux normes européennes, on peut déjà échanger pendant toute la journée restant et pouvoir contractualiser avec eux. Je voudrais aussi dire que le potentiel du HVC est basé sur toute l'année d'expérience qu'il a eue auprès des partenaires techniques qui l'ont accompagné à se faire former dans l'entrepreneuriat. D'où, aujourd'hui, tout ce qui est faiblesse, force, on les maîtrise au sein de notre activité. Vous voyez. Donc, du coup, nous sommes là pour 3 causes aujourd'hui. Contractualiser en ce qui concerne les matières premières, offrir des opportunités d'affaires à des investisseurs au sein de notre entreprise, à court terme et à long terme, pour pouvoir passer le cap de l'industrialisation de notre unité. Je vais m'en arrêter là. Parfait, merci beaucoup. À vous, même exercice qui n'est pas facile. Pendant 3 minutes, vous pouvez présenter votre société. C'est le principe du pitch. C'est parti. On vous écoute. Moi, c'est Eric Bossa. Je suis un jeune entrepreneur, comptable de formation. Mon entreprise, c'est Isop Wake. Elle est spécialisée dans la transformation du riz. Et je voudrais dire pourquoi je me suis lancé dans la transformation du riz. Lorsque je suis né, et je suis venu en Côte d'Ivoire, je suis venu au Bénin, j'ai compris que si ce n'est pas les jours de fête, on ne mange pas le riz. Ce n'est pas les jours de fête, on ne mange pas le riz. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je puisse me lever et corriger cela. Et cela a fait que je me suis lancé dedans. Et l'entreprise a commencé en 2014 et formalisé en 2019. Il travaille avec des producteurs qu'il organise en OP. Donc, ESOP, c'est une entreprise de services et organisation des producteurs qui est basée au nord actuellement. Le siège est à Waké. Depuis 2014 à ce jour, nous travaillons avec 690 producteurs, dont 189 femmes, dans 5 communes. La commune de Djougou, la commune de Waké, la commune de Kopago, la commune de Basila, via la commune de Banté. Alors, c'est un dispositif pérenne
et autonomes autour desquels coopèrent 3 acteurs. Les producteurs organisés en OP, une équipe de personnel dont le gérant et puis des investisseurs externes. Non seulement nous sommes une entreprise et pour sécuriser la matière première, nous sommes mis en cluster pour pouvoir sécuriser la matière première. Et cela amène les producteurs non seulement à livrer leur matière première, mais à être aussi des associés pour ce qui concerne la gestion et le partage des dividendes. Aujourd'hui, la politique que l'État a mis en place par rapport aux cantines scolaires, nous avons vu que le marché est devenu encore plus large et nous avons besoin des investisseurs pour pouvoir avoir accès au financement du fonds de roulement pour satisfaire ce marché. Merci beaucoup. Rappelez-nous le nom de votre entreprise. Waké. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir parce que ce n'était pas facile. Merci à vous d'avoir participé à cette conférence. Vous allez maintenant pouvoir discuter entre vous. Rencontre Africa, ce sont des rencontres. Prochaine conférence dans 1 heure maintenant, qui sera également rediffusée sur rencontreafrica.org. Merci à vous.